Les anges n'habitent pas tous au paradis de Maria P. Michitelli aux éditions du Caïman. Los Angeles, 1939. Lorsque Lana aperçut la bâtisse, nichée au cœur d'une enclave verdoyante de 9000 mètres carrés dans Beverly Hills, elle eut la sensation brutale de s'attaquer à un roc. La demeure évoqua illico à la jeune femme les roches escarpées des Channel Islands de son enfance. C'était la même présence puissante, immuable, que celle ressentie lors de ses excursions familiales dans les îles millénaires. La victime avait-elle éprouvé cette sensation écrasante en entrant ici ? Se demanda Lana. C'était le début de la matinée et déjà dardait le sempiternel soleil de la Cité des Anges. Lana épongea son front, prit le temps de respirer plusieurs fois profondément jusqu'à ce que cesse le tremblement de ses mains, revenu l'assaillir dès son réveil. Depuis de longs mois, elle éprouvait une grande lassitude. Elle était même blasée. Son mariage parti à la dérive, les traites à payer seules, ses 2 enfants à élever. Son désenchantement ne l'avait pas lâchée, même lorsqu'elle était passée devant les propriétés pourtant les plus prisées de Los Angeles. Celles du couple star du cinéma Mary Pickford, Douglas Fairbanks et de la grande Gloria Swanson. À l'inverse, la vue de cette maison-ci, depuis la rue où elle s'était garée, lui avait fait l'effet d'un véritable uppercut. Abasourdie et fascinée à la fois, Lana avança sur la pelouse parfaitement entretenue jusqu'à la grande demeure. L'étonnant mélange entre les colonnades grecques soutenant le perron, le style hispanisant de la maison et le large bassin d'eau imitait à la perfection la plupart des propriétés cossues du riche quartier. Pourtant, cette familiarité architecturale ne suffit pas à effacer chez Lana la première impression de forteresse inébranlable, plantée dans l'hiver californien à 18 degrés, au beau milieu des palmiers et autres orangers de Santa Monica Boulevard. Elle sonna à la porte pour s'annoncer et entra. Dans le salon, Lana stoppa net devant l'insolite scène. Ce fut un autre uppercut en pleine figure. De dos, sur une longue table en bois, était exposé le cadavre nu d'une femme. Les fesses de la victime, posées sur un lourd support en bois en position écartée, étaient surélevées par rapport au reste du corps, offrant une vue imprenable à quiconque franchissait le seuil de la pièce. Le vif sentiment de malaise persista chez Lana, qui ne put s'empêcher de songer que, parmi son gros million d'habitants, derrière toutes ces façades luxueuses, et malgré son nom, cette ville ne comptait aucun ange. Seulement des êtres humains, pour la plupart animés par la violence, la corruption et la recherche de plaisirs interdits. « Lana, qu'est-ce que tu fous ici ?»« Bonjour Jack, je vais bien, merci. Toi aussi ?» persifla la brune aux yeux verts. « Encore ton truc avec... comment c'est son nom à ce naze ? Carston truc bidule. » Jack frotta plusieurs fois son pouce contre son majeur, tentant par ses claquements de réveiller un souvenir enseveli dans les tréfonds de sa mémoire. Mais ça ne voulait pas remonter à la surface. La pulpe resta collée au fond du shaker qui lui servait de cervelle. « Crane, il s'appelle Carston Crane », rectifia Lana. « Il ne s'agit pas d'un truc, mais d'une agence de détectives privés. Carston et moi sommes associés. Et oui, nous sommes chargés de cette enquête par les employeurs de la victime. T'en as fini avec les chiens écrasés ? Tu t'intéresses au meurtre maintenant ? Et où sont les gosses pendant que madame joue au petit détective ? Lieutenant Kaminski, tu ne pourrais pas être un peu plus professionnel au lieu d'étaler ta vie privée devant tous tes collègues ? Rétorqua la jeune femme. Tu as quand même remarqué qu'il y avait une femme assassinée au beau milieu de la pièce ? Les autres flics se mirent à ricaner, se foutant ouvertement de Jack, qui fulmina en silence. Les enfants sont en train de prendre leur petit déjeuner avec leur baby-sitter. Se crut tout de même en devoir de le rassurer Lana. Puisque son ex, le lieutenant Jack Kaminski, était officiellement chargé de la même enquête qu'elle, simple détective privé, il valait mieux ne pas trop se le mettre à dos. Et puis, il restait malgré tout le père de ses enfants. Lana se mit à humer l'air enfin ligné.
S'il n'y avait pas eu autant d'humains autour d'elle, elle se serait volontiers mise à quatre pattes pour renifler les coins et recoins de la pièce, à la recherche d'une odeur, d'une trace qui l'aurait mise sur la piste du tueur. Quand elle était toute gosse et que son père l'emmenait canarder des perdrix et autres petits animaux sauvages à San Fernando, entre Santa Monica et Santa Susana, à San Gabriel, au pied de la chaîne du même nom, ou bien entre les collines au nord de Hell Hay. Depuis, ses 5 sens étaient hyper développés et elle savait déchiffrer les signes auxquels seuls ceux qui fréquentent assidûment la nature prêtent attention. Contrairement à son père, Lana n'acquit jamais le goût du sang ni le plaisir de chasser les bêtes, à part les bêtes humaines. Celle qui était capable de prévoir dans les moindres détails, longtemps à l'avance, le rapt d'une femme ou d'un enfant pour les violer, les torturer, les dépecer, sectionner leurs membres et dispatcher leurs restes à travers toute la ville. Celle capable de martyriser un corps comme celui de la femme, allongé dans une curieuse position, côté face. Lana en éprouva de la colère mêlée à de la tristesse. C'étaient les bêtes humaines capables de faire cela à leurs semblables que Lana voulait débusquer. Pas les animaux sans défense des nostalgiques collines de l'enfance. Parfois, elle se disait que son père ressemblait à ceux qu'elle traquait. Sur la scène du délit, ces tremblements avaient cessé peu à peu. Lana était dans son élément face au crime, qui n'était pas la vie mais quelque chose à côté, en marge, comme elle. La détective fit le tour de la table pour observer le côté pile de la victime. Elle sursauta. Depuis les commissures des lèvres où le sang avait coagulé, séchant comme une confiture de groseille trop mûre, on lui avait tracé un sourire au rasoir jusqu'aux oreilles. Son visage, complètement blanchi à la poudre de riz, demeurait figé dans une grimace aussi effrayante qu'avilissante. Seule une tache de naissance en forme d'étoile au milieu du front n'avait pu être recouverte complètement, et on apercevait encore sa couleur violette sous l'épaisse couche de poudre. Ses paupières et tout le contour de ses yeux étaient noircis à outrance au col. Sa position grotesque, voire obscène, le maquillage outrancier et cruel, montrait clairement qu'en plus de lui ôter la vie, on avait voulu humilier cette femme, lui faire perdre toute dignité, même dans la mort. Pourquoi? Que pouvait bien signifier un tel message de la part de l'assassin? Lana aperçut alors Tony Casulo. Chapeau vissé sur la tête légèrement incliné vers la droite en mode réflexion, costume cravate 3 pièces et chaussures noires cirées, le vieux détective observait également la scène de crime. Contrairement aux autres collègues flics, occupés ce matin à la recherche d'indices et disséminés dans la pièce façon grenade explosée, lui avait toujours apprécié Lana Montray. Cela remontait aux fiançailles de la jeune fille avec son alter ego du Los Angeles Police Department. À Hell Hay, ville obsédée par le progrès, le regard constamment tourné vers demain, sans jamais vivre ici et maintenant, où tout bougeait tout le temps et où rien n'était jamais sûr, l'amitié que Casulo portait à la jeune femme était un point d'ancrage. C'était d'ailleurs une amitié réciproque. « On a quoi ici ?» demanda-t-elle à Tony. Le plus ancien enquêteur du département répondit à Lana avec son incomparable modus locar, style télégraphiste de la Western Union. Victime, Gloria Marquez, mexicaine, 53 ans, domestique des Muller depuis environ 2 ans. Marque au cou, étranglement main nue. Mise en scène curieuse, poitrine, visage salement tailladé, maquillage bizarre. Lana s'engagea alors dans une inspection minutieuse du cadavre. Elle nota l'empreinte de 2 pouces imprimée sur la trachée qui montrait l'acharnement du meurtrier à empêcher l'air de circuler, entraînant une lente et douloureuse suffocation. S'agissait-il d'une vengeance longtemps ruminée ou bien le geste d'un être pris d'une soudaine folie meurtrière à laquelle aurait suivi, le calme revenu dans l'esprit du tueur, toute cette mise en scène? Impossible à dire à ce stade des investigations. Autour du cou de la victime et jusqu'aux premières vertèbres cervicales, Lana s'attarda sur un macabre collier rouge confectionné par les doigts de l'assassin qui avait serré la gorge de toutes ses forces. La marque d'un chasseur de femmes qui n'avait laissé à Gloria aucune chance. En tout cas, un tueur implacable. L'affaire ne sentait pas bon. Ça a l'air méthodique, sans bavure, mais bien barré, avança la jeune privée. La mise en scène très étudiée de la mort de Gloria Marquez
était en désaccord parfait avec le désordre régnant autour d'elle. Son exécution avait été si méticuleusement arrangée que le bazar des tiroirs ouverts, des chaises renversées, des papiers jetés sur le sol jurait avec cet assassinat. Lana eut l'intuition que ce capharnaüm avait été savamment orchestré, tout comme le meurtre lui-même. Avait-on vraiment cherché quelque chose dans ces tiroirs? Si oui, quoi? Et si le mobile du crime était un cambriolage? Alors pourquoi tuer une domestique et surtout l'exposer ainsi? Ça ne collait pas. Toute cette scénographie soulevait pas mal d'interrogations. Grâce au récit d'enquête fait par son ex-mari, qui rentrait du boulot fourbu et déprimé par les atrocités qu'il voyait au quotidien, Lana avait appris qu'il fallait prendre des pincettes quant aux motivations réelles d'un meurtrier capable d'une telle cruauté. La vérité était rarement celle qui sautait aux yeux. « Comprends pas à quoi rime ce maquillage, ni pourquoi on lui a entaillé la poitrine et le visage, répéta Cassulo, désarçonné, comme lisant dans les pensées de Lana. On l'a maquillée comme la Santa Muerte, l'ange de la mort. Les Mexicains lui vouent un véritable culte. On dirait bien qu'on nous raconte une histoire ici. Les policiers eurent un mouvement de surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce que la jeune femme ait ce flair, ni à ce qu'elle en sache plus long qu'eux sur les pratiques des Mexicanos qu'ils coffraient régulièrement, surtout depuis le Repatriation Act. « Je t'ai trop parlé de mon boulot, » grogna Jack depuis une certaine distance. « Pas mal, Lana, » siffla Cassulo. Et devant l'œil noir de son collègue et ami Kaminski. « Quoi? Elle est douée !» Lana sourit. Toujours sous le regard médusé de tous, elle demanda en désignant la longue plaie quasi béante, pratiquée juste sous le sein de la femme. « Les gars, vous avez regardé là-dedans ?» Pour ces hommes, c'était sûrement les limites à ne pas franchir par une femme qui se la jouait détective et qui, de surcroît, avait viré du domicile conjugal leur collègue Kaminski. Ok, il avait été infidèle, mais c'était un homme après tout, pensait-il. Une bande de sales crétins, pensait Lana de son côté. Regardez quoi, c'est Nibar? C'est clair qu'elle a été poignardée, non? La rabroua un de ces messieurs en se passant l'index sous le nez avec dédain. Lana ne releva pas et demanda à Tony. Le légiste n'est pas encore là? En retard sur une autre affaire. Cette ville est en ébullition, ma parole. Tu aurais un stylo, s'il te plaît? Tu veux écrire? Maintenant? S'étonna-t-il en tendant à Lana son sergent-major, un cadeau de sa femme pour leur 40e anniversaire de mariage. Lana s'en saisit, puis, délicatement, enfonça le précieux stylo à demi dans la plaie et souleva un peu tout ça. C'est bien ce que je pensais. Regardez, on lui a arraché le cœur. Tous reculèrent d'un pas. Pas Lana. Autrefois, elle avait pleuré sur les petits corps démembrés par les chevrotines de son père. Elle ne voyait pas la différence. Ils avaient tous été vivants avant de rencontrer la cruauté de leur assassin. Jeune fille, elle avait travaillé comme volontaire à l'hôpital. Elle en avait vu des membres sectionnés, des corps fracassés. C'était avant de rencontrer son mari, de devenir une femme au foyer et une mère de famille. Une autre vie qui lui sembla si lointaine. « Les gens de cette ville sont de foutus dingues !» s'exclama Cassulo. « Pourquoi on lui aurait fait ça ?» questionna un jeune flic incrédule. « Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que le maquillage de la Santa Muerte et le cœur arraché font penser à un sacrifice aztèque. »« Aztèque ?» demanda le bleu. « Oui, les Aztèques formaient un peuple qui vivait au Mexique avant l'arrivée des colons européens, » expliqua Lana. « Et comment tu saurais ça, toi? Tout ce boniment sur les Chicanos ?» l'interpella Jack avec agressivité. « Je croyais que tu ne savais faire cuire que des tartes. » Les autres s'esclaffèrent, à part Tony. « Pendant que tu t'envoyais en l'air avec ta secrétaire, moi je lisais des bouquins, Kaminski. Enfin, entre deux tartes, quoi. » C'est un autre genre de tarte qu'elle aurait aimé lui balancer, là. Les autres flics rirent une nouvelle fois aux dépens de Jack, qui tempêta en silence sans rien trouver à répliquer. Lana s'adressa à Tony. « Qui a trouvé le corps? » Madame Muller, la proprio, a découvert sa bonne dans cette exposition. Déjà interrogée, drôlement secouée, montée s'allonger, a priori ne sait rien. Tu pourrais développer un peu, s'il te plaît? Sûr.
Elle est allée chez son coiffeur manucure et tout le tintouin tôt ce matin comme tous les samedis. À son retour, a trouvé sa domestique morte, complètement nue, étendue dans cette position sur la table de son salon, avec tout ce fatras sur le visage et ses sales blessures. Il y a peu de sang ici, compte tenu du cœur arraché. On ne dirait pas la vraie scène de crime ou alors on l'a bien nettoyée. Pourtant, ça ne sent pas les produits ménagers. Et puis, pourquoi l'étrangler, alors que le meurtrier avait un rasoir à disposition? Le légiste nous en dira plus quand il daignera se pointer. Si tu veux mon avis, il l'a d'abord étranglé, puis il a créé toute cette mise en scène. Reste à connaître ses raisons. Tu as parlé à Madame Müller? Est-ce qu'il y a aussi un Monsieur Müller? Oh que oui! Riche industriel, origine allemande, parti à l'aube à son bureau, comme tous les matins, sauf le dimanche. Les yeux de Lana revinrent sur le corps allongé devant eux. Cette fois, ce ne fut pas le cadavre, objet d'investigation, livré en offrande selon un rituel millénaire qu'elle considéra, mais bien la personne, Gloria Marquez. Elle avait une famille, demanda-t-elle à voix basse. Ouais. Tony ôta son chapeau pour gratter le sommet de son crâne dégarni. 4 gosses, dont 2 qu'elle élevait seule. Tu sais où ils habitent? Dans le Pueblo, ma belle. À l'autre bout de la pièce, Kaminski s'impatienta. Tony, t'as pas fini de jouer à la poupée? On n'a plus rien à faire ici. Mais Lana n'était pas d'accord avec son butor d'ex-époux. Fini. Ça t'intéresse pas, Kaminski, de savoir qui l'a tué et pourquoi? Ici ou probablement ailleurs, et de cette manière encore? Ah ben non, bien sûr. C'est une femme, et une Mexicaine en plus. On se fout pas mal de trouver qui est son assassin, et on se fout aussi des 4 orphelins qu'elle laisse, pas vrai? Kaminski rejoignit Lana à grandes enjambées. Furibard, il lui débita en la fixant droit dans les yeux. Tu ferais mieux de te préoccuper de nos gosses à nous plutôt que de ceux des autres. Rentre à la maison et laisse ce boulot à de vrais flics. C'est pas un job pour une nana. Mais oui, Jackie, pour toi les nanas, elles sont juste bonnes à être baisées dans notre lit, pas vrai? Dans la pièce, on entendit voler les mouches. Tous avaient les yeux rivés sur les 2 ex-conjoints. Alors c'était comme ça que ça s'était passé? Ce con de Jack avait eu le culot de ramener leur jeune collègue Maddie, une secrétaire du district, au domicile conjugal? Jack était blanc comme un linge. Il n'en menait pas large devant les autres, dont certains étaient ses subalternes. Il dit à mi-voix, dérouté, tremblant de rage, d'amertume. « Je t'ai déjà expliqué que j'ai fait une connerie. Décidément, t'as bien changé, Lana. » « Ouais, j'ai changé. Et tu sais quoi? C'est tant mieux pour moi. Parce que préparer la popote, faire le ménage, élever les gosses, tout ça pendant que monsieur s'envoie en l'air avec n'importe qui, c'est terminé. » Lana avait parlé en soutenant son regard, d'une voix calme et ferme. Elle était étonnée elle-même de ne plus éprouver autant de colère qu'auparavant, mais plutôt du soulagement. Jack ne sut que répondre et quitta la pièce en claquant la porte. « Merci, Tony, » dit-elle à l'adresse du lieutenant Cassulo, en lui rendant son stylo maculé de sang. « Désolé. » Il le récupéra du bout des doigts. Les autres hommes la dévisagèrent, interloqués. Elle ne savait pas si c'était à cause de ses déductions judicieuses, des révélations concernant son ancien couple, ou bien encore à cause de son attitude de femme, soudainement rebelle à l'autorité de son encore mari devant la loi. Il fallait des plombes à une femme demandant le divorce avant qu'il ne soit prononcé. À l'inverse, si Lana avait trompé son mari et qu'il lui avait pris l'envie de la descendre, il aurait même bénéficié de circonstances atténuantes et d'un probable acquittement. Les féminicides n'émeuvent pas longtemps les braves citoyens, pensa-t-elle. Devant le cadavre massacré et étrangement grimé, le désordre autour de la tragédie qui s'était consumée sous les yeux des fausses petites ballerines de Degas, sagement accrochées au mur, et surtout devant le regard réprobateur de tous ces hommes, Lana sentit soudain l'air lui manquer. Ses tremblements la reprirent. Elle sortit sur le perron, respirer à plein poumon. Au bout du jardin, Jack tirait nerveusement sur sa Lucky Strike. Tandis qu'elle passait devant lui sans un regard, il murmura « Lana, je sais très bien que j'ai déconné avec Maddie, mais elle n'a aucune importance. Tout ça, c'est à cause du boulot et de ce merdier de ville gangréné de vices et de corruption. On pourrait se retrouver dans un endroit tranquille pour en parler, juste toi et moi. J'ai Bernie, par exemple. Tu aimais tellement Bernie. » Elle fixa les yeux embués de son ex. De frimas matinal, de regret,
Je n'ai plus rien à te dire, Jack. Viens chercher les petits comme convenu. Laisse-moi une chance, Lana, supplia-t-il en posant une main sur la manche de son manteau. Tu es une fille formidable et j'ai compris la leçon. Vraiment? C'est pas l'impression que j'ai eue il y a à peine quelques minutes. Parce que, devant les gars, allez, quoi, tu sais, comment c'est? Je sais. L'opinion des autres, le qu'en dira-t-on, ont toujours plus compté pour toi que mes propres sentiments. C'est bien ça le problème. Nana, ce truc de privé, c'est pas fait. Pour une femme? Les gosses t'attendent pour la virée que tu leur as promise à Santa Monica Beach. Salut. Quoi, t'étais pas heureuse? Je veux dire, avant que je déconne. T'avais une belle vie, non? Avec moi, les gosses, la maison. C'est ce que je croyais. De toute façon, j'ai plus envie de ça. Tu m'auras au moins ouvert les yeux sur ce que je veux vraiment, sur ce que je suis capable de faire, même si je suis une femme. Ce meurtre, c'est une sale affaire, crois-moi, faut pas y toucher. Tu sais quelque chose sur le meurtre que je devrais savoir, lieutenant? Tout ce que je sais, c'est que je voudrais te protéger de tout ça, de cette ville. Il fallait y penser avant, Jack. Maintenant, c'est trop tard. Elle traversa la rue, Jack sur ses talons, monta dans sa voiture et claqua la portière. T'as tout gâché, t'as tout sali. Lana, fais pas ça, dit-il en tentant de grimper sur le large marchepied de la Chevrolet Standard coupé de 1933. Mais Lana démarra et fit cresser les pneus sur la chaussée devant la maison de rêve des Muller, devenue antre du cauchemar. Comme souvent à LA, la partie immergée des choses hideuses ne tardait jamais trop à refaire surface. Un putain d'iceberg fondant sous le soleil aveuglant, voilà ce qu'est cette foutue ville, pensa Lana. Et elle se sentit embarquée sur le Titanic, prête à couler par 3800 mètres de fond, ou bien à survivre. Ça dépendrait. Encore fallait-il trouver la bonne chaloupe pour se casser de ce naufrage qui était devenu son existence et sa ville natale. Lana essuya ses larmes et fila à vive allure, tandis qu'elle sentait son ancienne vie sombrer complètement dans ce paradoxe qu'était LA. Un océan glacé à 18 degrés. Elle laissa ainsi derrière elle une maison banquise perchée au-dessus du vide et Jack Kaminski, jambes écartées, bras ballants, au milieu de Sunset Boulevard, le bien nommé boulevard du crépuscule.